Je vais partager du coup mon écran. Voilà, voilà. Donc ici, je vais faire présenter et c'est parti. Alors, moi je vais commencer par me prendre mon petit café. Je t'invite à en faire de même. On va voir aujourd'hui les fondamentaux. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par fondamentaux? Tu vas me dire le fondamental. Oui, mais pas que. Le fondamentaux, enfin les fondamentaux, c'est les avantages et les inconvénients de chaque modèle d'exploitation que je vais te présenter. Donc, on va déjà commencer en fait par te faire un petit retour d'expérience en fait, tout simplement. Donc, si tu as suivi mes TikTok, un petit peu mon histoire, tu sais que j'ai commencé par investir dans l'immobilier suite à mon éveil à la matrice, hein, qui m'a fait comprendre qu'il était hors de question que je passe ma vie à attendre une retraite dans laquelle je serais payée une misère, qui arriverait, au vu de ce qu'on voit à la télé aujourd'hui, c'est-à-dire on est en mars 2023, au vu de ce qu'on voit à la télé en France, cette retraite risque de ne jamais arriver. Donc ça, j'en avais déjà conscience quand j'ai commencé à travailler. Et quand j'ai vu en fait qu'on allait tout simplement être payé une misère, que c'était même pas sûr que nos droits sont garantis et que en plus de ça au travail, j'étais en plein burn-out, je travaillais pour des cons. À côté de ça, je devais du coup avoir 3 ou 4 semaines de congé dans l'année et j'étais pas du tout libre de mon temps. Je gagnais 1 750 € par mois net et clairement, c'était mais de l'arnaque. L'arnaque du siècle. Franchement, c'était l'arnaque du siècle, ce truc. Donc, ma petite expérience salariale a fait que je me suis dit, OK, je vais investir dans l'immobilier. C'est une des manières de s'en sortir d'après le bouquin Père riche, Père pauvre. Voilà. Moi, je m'étais dit, voilà, je suis dans le cadran qui pue, le cadran de gauche. Donc, je vais me mettre dans le cadran de droite en passant directement investissement. Et du coup, en 2017, j'ai acheté 2 appartements à Épernay, en France, que j'ai ensuite mis en location courte durée. En 2018 et 2019, j'ai pu constater que du coup, la location courte durée marchait. Donc, j'ai fait un 3e achat. J'ai eu l'opportunité de le faire en me mettant à 94% d'endettement avec la banque. Donc, je suis passée en comité de crédit. Le comité de crédit, c'est quoi? C'est en gros, tu rentres plus dans les cases, c'est-à-dire que l'ordinateur ne comprend pas. Concrètement, c'est ça. Tu vas voir le banquier pour demander un crédit parce que tu as compris qu'il y avait une faille qui marchait bien, hein, tout simplement. Et ton banquier te fait, en fait, il va falloir que je présente votre dossier au comité de crédit qui se tient une fois par mois, dans lequel les dirigeants de la banque viennent à une réunion. Hein, un comité de crédit, c'est une réunion et décide si oui ou non on vous file de l'argent pour votre projet, parce que concrètement, là, mon ordinateur me dit, ce n'est pas possible. Bah oui, parce que l'ordinateur, il est basé sur quoi? Sur de la location annuelle. Donc, c'est-à-dire des loyers environ, allez, 500, 600 € maximum par mois pour du studio. Donc, pour la taille d'appartement que j'avais acheté, les 2 premiers appartements que j'avais achetés. Sauf que je faisais à peu près 2 000 € par mois avec chaque appartement. Donc, concrètement, il comprenait pas l'ordinateur. Donc déjà, tu vois à quel point tout cela est matrixé. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as des possibilités de t'en sortir. Et ouais, donc sache que le comité de crédit, ça existe. Donc, suite à ce comité de crédit, j'obtiens du coup mon 3e achat, fin 2018. Et je crée ma société en octobre 2019. Donc ma société dans une conciergerie Airbnb, en fait, que j'ai créée. Sur les conseils de mon comptable qui m'a dit, écoute Flora, t'as une super bonne idée là. Par contre, il va falloir optimiser fiscalement tout ça. Hmm. Alors, un truc que j'avais pas vu venir, mais bon, je pense qu'on est plusieurs, c'était le Covid-19. Donc, si tu veux, en 2019, mon entreprise, elle cartonne. Je commence, on me file des appartements, mais je vais visiter les biens pour de la conciergerie. On me donne les clés le jour où je viens visiter, quoi. Enfin, t'imagines le truc de ouf. Moi, j'étais là, putain, mais c'est super facile, en fait, d'avoir des biens en gestion, en conciergerie.
Sauf que mars 2020, 17 mars, bim, premier confinement, hein. Et puis là, je commence à déchanter. Ça dure jusqu'en 2021. C'était l'opportunité pour moi, de voir si mon entreprise, elle était solide sur les bases dans lesquelles elle était. Parce que concrètement, des conciergeries Airbnb qui ont fait faillite, il y en a eu plein. Il y en a eu énormément, laisse tomber. Donc, ça m'a permis tout simplement d'optimiser en urgence tous mes services, étant donné que j'avais peu de travail, hein, concrètement. À un moment donné, j'ai eu 2 clients. 2 clients, c'était le minimum que j'ai eu. Donc, 2 appartements. Et à côté de ça, du coup, j'avais toujours mes investissements, heureusement, qui fonctionnaient. Mais dans l'idée, tu vois, j'avais 4 appartements à gérer en tout. Enfin, c'était pas non plus énorme, hein. C'était vraiment pas compliqué à gérer, hein. Et concrètement, ça m'a permis, tu vois, d'optimiser un maximum et de standardiser, de mettre des procédures en place. Parce que tu vas te rendre compte que si tu fais les choses en partant un petit peu dans tous les sens, c'est la recette parfaite pour te foirer. Mais alors là, tu as vraiment la recette parfaite pour te foirer si tu pars dans tous les sens. Moi, au début, quand j'ai créé ma boîte de conciergerie, je faisais 2 villes. N'importe quoi. Commence par une ville, vois si ça marche, augmente, et puis voilà. En 2022, je me lance dans la sous-location. Donc, c'est-à-dire que pour me lancer dans la sous-location, j'ai vendu un de mes 3 appartements où j'étais propriétaire. Je l'ai vendu, je l'ai mis en conciergerie derrière. Donc, j'ai fait 18 000 euros de plus-value et j'ai fait 6 000 euros derrière de gestion conciergerie en 2022. Donc, opération super rentable, disons-nous. Et avec cet argent, je me suis mise dans 4 sous-locations. De là, tu te dis, OK, un appartement, je fais une plus-value, j'ai du cash pour meubler certains appartements, faire quelques travaux, etc. Et ça me rapporte 4 appartements. Ok. Bon, du coup, t'as tout compris, quoi. Là, tu as mon évolution chiffrée. Donc, si tu veux, en 2017, j'avais un seul appartement au début. Le deuxième, il est arrivé à la fin d'année 2017. Donc, en gros, là, bon, c'est pas ouf. 2018, ça commence à être bien. 2019, au niveau des investissements, donc c'est la partie marron foncé, hein. Là, on est bien. 2020, Covid, 2021, Covid, on n'est pas bien du tout. On pleure. 2022, ça reprend. Et ça, c'est mon prévisionnel 2023. Donc, tu l'auras compris, 2022, pourquoi c'est pas à la hauteur de 2019? Parce que j'ai vendu un appartement, tout simplement. En 2019, donc, je prends ma conciergerie. Et tout de suite, tu vois, ça commence à dépasser les 100 000 euros. Donc, on est vraiment bien. 2020, Covid, 2021, Covid. Donc, qu'est-ce que je me suis rendu compte? C'est qu'il me fallait absolument quand même une stabilité dans mon business et que je pouvais pas que compter sur la location courte durée. Ça allait forcément à un moment donné, ça allait bêcher, tu vois. Donc, il y a d'autres opportunités que j'ai mis en place par la suite. Mais je vais t'en parler aussi. Donc, petit café, mm, petit glouc. Donc, 2022, je commence en grosso modo, à partir du mois d'avril, je commence à faire ma recherche de sous-location. Et là, tu as mes revenus de sous-location pour 2022. Donc, j'ai fait 11 000 euros sur un appartement, 2 000 sur un appartement que j'ai eu au mois d'octobre, un studio, et l'autre, j'ai fait à peu près 7 à 8 000 euros pour un appartement que j'ai eu à partir du mois de juillet. Donc, c'est quand même, tu vois, bon, c'est plutôt pas mal. La quatrième sous-location, elle, c'est un appartement 3 chambres. Et je te dirai par la suite ce que j'en ai fait. Voilà, je ne vais pas le mettre ici parce que cette vidéo, je compte la mettre sur YouTube pour expliquer un petit peu ce que je fais. 2023, ça c'est mon prévisionnel. Donc tu l'as compris, les investissements, ça continue, ça roule. La conciergerie, eh ben, ce que j'ai compris entre 2019 et 2023, c'est que il vaut mieux travailler pour soi plutôt que d'avoir une ribambelle de clients. Il vaut mieux avoir toi des appartements qui sont à toi, où tu es sous-locataire ou propriétaire. Et ça, c'est des revenus qui sont stables sur lesquels tu peux vraiment compter. Et ça, c'est la partie sous-location, du coup. Donc voilà. Mm. Sachant que 2023, j'ai pas prévu de reprendre des sous-locations. J'ai prévu, comme tu le vois, de faire beaucoup, 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 beaucoup de cash. Donc ça fait à peu près 17 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Alors là, je vais te montrer pour chaque modèle. À gauche, tu as
les avantages, à droite, tu as les inconvénients. Donc, principal avantage d'investir, c'est que tu crées un patrimoine. Ce patrimoine, au fil du temps, il va être valorisé. Donc, c'est-à-dire que tu payes un crédit et que ce crédit, bah, tu le rembourses tous les mois. Donc, forcément, à un moment donné, bah, si tu vends ton appartement, déjà, tu auras, si tu vends ton appartement, si tu as bien acheté, tu feras une plus-value, comme moi j'ai fait. Tu vois, j'ai acheté en 2017, revendu en 2022, 18 000 euros de plus-value quand même. Donc, tu te dis, voilà, c'est un effet de levier qui est sympa. Tu as la possibilité de revente, de valoriser ton bien en faisant des travaux également, et ça, c'est plutôt cool. L'effet de levier, c'est là où ça devient intéressant avec la banque. D'ailleurs, c'est le seul truc qui est intéressant avec une banque, on va pas se mentir. Ce qui est intéressant, c'est que à l'époque, en 2017 et 2018, du coup, quand j'ai acheté mes appartements, eh ben, j'ai fait appel à un crédit à 110%. Donc, c'est-à-dire que les frais de notaire étaient dedans et la partie travaux également. Donc, c'était plutôt pas mal, tu vois. L'inconvénient, c'est que à un moment donné, tu pourras plus acheter parce que ton taux d'endettement va être trop élevé. C'est-à-dire que moi, avec ma troisième opération, je suis passée en comité de crédit, mais concrètement, j'avais 94% de taux d'endettement. C'est énorme. Donc, et dis-toi qu'ils ont accepté. Hein. Donc, c'est que vraiment, vraiment, mon business, il tenait le coup, tu vois. L'autre inconvénient de l'investissement, bah, c'est que c'est long. Parce qu'entre le moment où tu cherches ton bien et le moment où tu peux l'exploiter, déjà, entre le moment de la promesse de vente et le moment où tu signes chez le notaire, tu es déjà à 3 mois. Donc, en gros, il faut faire beaucoup, beaucoup d'opérations et c'est relativement long. L'autre inconvénient, c'est que tu dois faire appel à une banque. Voilà, c'est que tu as un intermédiaire qui décide si oui ou non tu vas pouvoir devenir libre financièrement. Bien sûr, si tu as un refus bancaire, eh ben, tu peux aller voir plusieurs autres banques, etc. Mais dans l'idée, quand même, tu es dépendant du bon vouloir d'une personne. Hein. Donc, c'est pas ouf, je trouve. Moi, je suis contre les banques. De toute façon, voilà, c'est dit. Mais dans l'idée, tu l'auras compris. L'autre inconvénient, c'est que bah, pendant, typiquement, moi j'ai fait des crédits sur 25 ans à 110% pour mes appartements. Pendant ces 25 ans, bah, va falloir faire des travaux quand même. Donc, il va falloir continuer d'entretenir tout ça. Quels sont les avantages de la conciergerie? Eh ben, c'est une machine à cash. Et oui, parce que concrètement, les gens viennent te voir, ils te supplient limite de venir t'occuper de leur appartement tellement ils veulent pas s'en charger. Donc, c'est-à-dire que toi, t'es pas propriétaire et tu vas pouvoir facturer des frais de ménage et une commission sur des biens qui ne t'appartiennent pas. Tu peux aussi fournir des extras. Donc, tu peux rentrer dans la para-hôtellerie parce que tu es une société. Tu sors du modèle bah, dans l'investissement où là, tu vois, tu es sur un modèle particulier. Donc, loueur meublé non professionnel ou loueur meublé professionnel ou SCI. Dans la conciergerie, là, tu es tout de suite sur une société. Donc, il y a beaucoup plus de choses que tu peux faire passer dans une société, forcément. Les biens ne t'appartiennent pas, donc s'il y a des travaux à faire, entre guillemets, c'est pas ton problème, tu as juste à bloquer un calendrier et c'est pas toi qui les payes, les travaux. Ça peut être un avantage et un inconvénient de ne pas être propriétaire. Le principal inconvénient à ne pas être propriétaire, c'est que, bah, quid de la fin de contrat? Parce que si tu as des gens, des clients qui partent, bah, ça fait tout de suite des revenus en moins. Et tu verras que dans mes contrats, moi, je mets un préavis de 1 mois. Et c'est ce qui est le plus souvent vu en fait dans les contrats de conciergerie, c'est un préavis d'1 mois. L'autre inconvénient de ne pas être propriétaire, c'est que oui, c'est certes une machine à cash, mais par contre, tu fais pas d'amortissement, quoi. Donc ta société, tu fais que du déductible au niveau de ta compta. L'autre inconvénient encore, c'est que tu dois gérer des clients. Donc des questions à la con, de gens qui ne connaissent pas la location courte durée. Tu dois gérer des clients qui ont parfois fait eux-mêmes de la location de courte durée avant et qui pensent savoir faire mieux que toi, alors que c'est eux qui viennent te demander de gérer leurs biens à leur place. Des fois par manque de temps, mais surtout par incompétence complète. Hein. La plupart du temps, les gens sont incompétents. Et c'est bien pour ça qu'ils doivent faire appel à une conciergerie. Tout le monde ne s'improvise pas hôtelier. Je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais c'est vrai. On ne s'improvise pas hôtelier ou loueur en location courte durée.
Tu dois gérer des aléas et à partir du moment où tu as un certain nombre d'appartements, tu devras soit sous-traiter, soit faire appel à des employés. Et tu as seulement 2 types d'exploitation dans ce modèle, c'est la location courte durée et la colocation. Tu as aussi des demandes pour la colocation de gens qui te demandent de gérer pour eux la colocation. Ici, nous allons voir du coup les avantages de la sous-loc. Eh ben, le premier avantage, c'est que tu peux louer des logements meublés. Ce qui veut dire que tu auras très peu d'achats à faire si par exemple, bah, tu veux faire de la location de courte durée derrière, tu auras juste des draps, ce genre de choses à acheter, des consommables, tu vois le genre de truc. Ou alors tu peux le louer comme tel en mettant plus cher derrière parce que tu as vu une opportunité où le propriétaire, il louait à un prix dérisoire. Toi, tu fais quelques aménagements et puis tu es tout de suite gagnant, quoi. L'avantage, du coup, c'est que t'es pas proprio. Donc, s'il y a un problème, par exemple, avec une chaudière qui fonctionne plus, qui est morte, bah, c'est pas toi qui la paye. L'autre avantage, c'est que mais la sous-location, c'est méga rapide. Bah oui, t'as pas de banquier, t'as pas de notaire, donc en fait, certes, t'es pas propriétaire et c'est un inconvénient aussi, parce que du coup, tu fais pas d'amortissement. Mais à côté de ça, enfin, tu constitues pas de patrimoine, t'as pas d'amortissement dans ta compta, les travaux, tu peux pas vraiment en faire parce que tu restes locataire, tout ça. Mais à côté de ça, s'il y a un problème, bah, t'es bien content d'être sous-locataire et de pas avoir à gérer tout ça, quoi. De pas avoir à sortir ton blé, surtout. Après, au niveau des travaux, pourquoi j'ai mis que les travaux, c'était un inconvénient? Bah, justement parce que tu n'es pas propriétaire de cet appartement. Donc, tu vas pas refaire la cuisine, refaire le sol. Faut que tu aies un minimum de standing pour tes biens. Donc, tu vas pas prendre tous les appartements en sous-location. Il faut quand même que tu cibles, tu vois. L'autre inconvénient de la sous-loc, c'est que tu dois tout de suite passer en société. Donc, concrètement, tu auras tout de suite des frais. Que ce soit la CFE ou l'URSSAF, tu auras tout de suite des frais en passant en société. Ce que tu n'aurais pas eu en investissant. Par exemple, en, en investissant en location courte durée, en faisant du LMNP, tu aurais eu uniquement la CFE à payer dès la 2e année. Pour la colocation, eh ben, l'avantage de la colocation, c'est que soit tu constitues un patrimoine en investissant dans une colocation, soit tu fais de la sous-loc avec un appartement et tu loues à la chambre qui est meublée. Tu meubles tout l'appartement et tu fais derrière une location à la chambre. Le gros avantage, contrairement à la location courte durée, typiquement, c'est que les revenus sont stables. Donc tous les mois, tu t'attends à un certain type de revenu, un minimum. Il y a une faible saisonnalité également, puisque concrètement, les gens, ils partent, ce sont la plupart du temps des étudiants qui partent l'été, du coup, et qui reviennent à partir de fin août, début septembre. Donc, entre juillet et fin août, tu as très peu de vacances locatives. Et tu gères des locataires. Donc, il y a des avantages et des inconvénients quand même à avoir des locataires, mais il faut tomber sur des bons locataires. Il faut quand même scruter les dossiers, etc. L'été, entre juillet et août, tu peux tout à fait mettre en location de courte durée, mais le souci, c'est que concrètement, moi, en tant que conciergerie, je prends pas de colocations qui sont libres pendant l'été, parce que ça me sert à rien d'aller faire autant d'efforts pour un mois et demi, tu vois. Et toi, c'est pareil, tu devras acheter des draps, ce genre de choses. C'est beaucoup de travail pour pas grand-chose. T'as de l'entretien à faire et à vérifier. Donc, c'est-à-dire que ta colocation, faut pas que ça devienne un appartement pourri. Donc, il faut que tu aies des bons locataires dedans et il faut surtout que ce soit pas le zouk. Parce que concrètement, sinon, pour trouver des colocataires pour remplacer le turnover, ça va être compliqué, tu vois. Si c'est dégueulasse chez toi, il faut quand même que tu gardes un certain standing. Et ça, les gens, ils ont du mal à le comprendre. C'est que c'est pas parce que tu loues dans une colocation que ça doit être le bordel dans tout l'appart. Dans ta chambre, tu fais ce que tu veux. En général, en plus, elle est fermée à clé avec un verrou. Donc voilà, tu as ta clé pour ta chambre, mais le reste de l'appartement doit rester relativement propre. Et ça peut être source de nuisance pour les autres colocataires également. Donc en général, pourquoi les gens font appel à une conciergerie pour ça? Bah, parce que toutes les 2 semaines, il faut passer une femme de ménage. Ils mettent dans le contrat, voilà, vous avez une femme de ménage à plus. Et les gens se disent, ouais, super, il y a une femme de ménage dans ma colocation. Mais en fait, pourquoi il y a une femme de ménage? C'est parce qu'elle reporte comment ça se passe dans la colocation. Elle reporte aussi l'état de la colocation. Et oui, et oui, et oui. Bon, en inconvénient, mais c'est vraiment un petit inconvénient, bah, tu auras des quittances à faire, des quittances de loyer à faire.
Moi, tu l'auras compris, c'est ma conciergerie, ma société de conciergerie, elle capte tous mes revenus passifs. Et je t'expliquerai après pourquoi je fais comme ça et pas autrement. Donc, je fais de la gestion immobilière, en gros, où j'ai des clients externes qui viennent me voir, qui limite me supplient pour que je m'occupe de leur appartement. Je fais de l'investissement, où c'est mon patrimoine, et ces revenus, ces chiffres d'affaires viennent dans ma société, ce qui me permet d'optimiser fiscalement et de rester en LMNP au niveau de ma situation personnelle. Et je fais de la sous-location, que je mets ensuite en location courte durée. Donc concrètement, ma conciergerie, c'est un business ultra rentable, avec mes investissements qui nourrissent ma conciergerie. C'est-à-dire qu'au niveau de mes investissements, je reste en dessous des seuils légaux. Mes sous-locations, mes machines à cash, elles vont nourrir ma conciergerie. Pour avoir mes sous-locations, j'ai des clients externes qui viennent me voir et qui me proposent du cash. Ce cash, je le réinvestis dans mes sous-locations. Et en fait, c'est un cercle virtueux, tout ça. Vertueux, je sais plus. Mais dans l'idée, tu vois, c'est vraiment ma conciergerie crée une visibilité qui, elle, me permet à la fois d'avoir des clients externes qui vont nourrir mes sous-locations, mais ma conciergerie aussi me permet d'avoir une visibilité pour mes sous-locations. Et tout ça fonctionne ensemble. Ce qui me permet quoi? Eh ben, d'optimiser mes revenus. Voilà. Donc ça, c'était les bases. Et puis, on va passer à la prochaine vidéo.